Je m'appelle Claire Whitman. J'ai 29 ans, et pendant 6 mois l'année dernière, j'ai vécu dans la chambre d'amis de mes parents, celle avec le lit une place trop dure, le papier peint qui se décolle et le placard qui sent encore les décorations de Noël. Ce n'était pas censé être permanent. Je n'ai même pas déballé la plupart de mes cartons. Je me disais que je resterais seulement le temps que les choses se stabilisent. Ma mère, Suzanne, en avait décidé autrement. Quand je suis revenue vivre chez eux, je venais d'être licenciée d'une petite association technologique à but non lucratif. Restrictions budgétaires, qu'ils ont dit. J'avais passé 3 ans à aider des centres communautaires à numériser leurs services, des choses comme la prise de rendez-vous, l'accès à distance pour les seniors, ou encore aider les vétérans à naviguer dans les démarches en ligne. J'étais fière de ce travail, mais une fois le financement épuisé, le poste a disparu avec. J'ai postulé à tout ce que je pouvais trouver, emploi à distance, contrat temporaire, même des postes bien en dessous de mes qualifications. J'ai pris quelques missions freelance ici et là, principalement de la conception de sites web et du dépannage numérique pour des commerces locaux, mais le marché était saturé. Mes économies ont fondu plus vite que je ne l'aurais imaginé. Le loyer dans l'État de New York n'avait rien de clément, et au bout du compte, j'ai emballé ce que je pouvais faire rentrer dans ma petite voiture et j'ai repris la route vers le même lotissement où j'avais grandi. Papa, Harold, m'a accueilli comme un invité inattendu, poli, discret, une tape dans le dos. Maman, elle, m'a offert un sourire crispé, et une liste de choses à réparer. Le thermostat recommençait à faire des siennes, l'imprimante coinçait une page sur 3, et le Wi-Fi sautait toujours vers 20h. Je n'ai pas râlé. J'ai mis en place de nouveaux filtres pour leurs emails, installé un antivirus, restructuré leur application de budget et renforcé la sécurité de leur banque en ligne. J'ai même repéré un débit frauduleux sur la carte bancaire de mon père avant qu'il ne le remarque. Il ne demandait jamais, il partait du principe que je le ferais. Suzanne n'était pas méchante, pas de façon évidente. Elle ne criait pas, elle ne claquait pas les portes. Mais chaque matin, elle nettoyait la cuisine déjà impeccable, comme si elle voulait effacer ma présence. Elle pliait le linge avec des gestes secs, précis, et quand elle passait devant ma chambre, elle s'arrêtait juste assez longtemps pour que le silence parle à sa place. Eric, mon petit frère, venait peut-être 2 fois par mois. Il a 25 ans, vit à Manhattan et travaille dans la finance ou du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Dès qu'il franchit la porte, maman s'illumine. « Voilà mon champion », s'exclame-t-elle. « Tu as perdu du poids, non ?» Pendant ce temps, moi, je suis dans un coin, en train de redémarrer pour la 3e fois de la semaine le routeur Wi-Fi. Personne ne le disait à voix haute, mais je le sentais monter comme de la vapeur sous un couvercle. Je n'étais pas vraiment chez moi, juste une ombre de passage, un rappel de quelque chose qu'il préférait ne pas trop regarder en face. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la personne qu'il voyait à peine, celle qui pliait le linge dans l'ombre, qui réparait les mots de passe et préparait le dîner en silence, c'était la même personne sur laquelle tout leur petit système reposait sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mais ils ne le comprendraient que lorsque je serais partie. C'était un dimanche, du genre que ma mère appelait autrefois « journée en famille », à l'époque où on utilisait encore des sets de table et où les couverts étaient assortis. Elle avait préparé des pâtes gratinées, le plat préféré d'Eric, pas le mien. Il est arrivé en chemise impeccablement repassée, avec une montre hors de prix, a embrassé maman sur la joue et a jeté ses clés dans le vide-poche comme s'il n'avait pas ignoré ses appels tout le mois. Eric Whitman, 25 ans, 4 ans de moins que moi, mais traité comme s'il avait vieilli à l'envers. Il travaillait à Midtown dans une société d'investissement privé et avait toujours un nouvel acronyme ou un mot du jargon crypto à placer dans la conversation. Suzanne buvait ses paroles. J'ai mis la table, en faisant attention à ne pas ébrécher l'assiette déjà fendue. Quand je me suis assise, Eric m'a regardé comme si j'étais une intruse arrivée sans prévenir. Le dîner a commencé comme d'habitude, maman demandant des nouvelles du travail d'Eric, Eric faisant semblant d'être modeste. Moi, j'essayais de ne pas trop parler, je me concentrais sur mon assiette. Et puis c'est arrivé. Suzanne s'est tournée vers moi, avec une voix faussement légère. « Tu postules pour de vrais emplois, ces temps-ci » Je me suis figée. Je lui avais pourtant dit la veille que j'avais 2 entretiens cette semaine. Je lui avais même montré l'une de mes lettres de motivation. Mais ça n'avait plus aucune importance, pas avec Eric dans la pièce. Avant que je ne puisse répondre, Eric a lâché sans même me regarder. À un moment, ça ne s'appelle plus de la malchance, mais de mauvaises décisions. J'ai ravalé mes mots, et ma fierté. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il était lourd, électrique, mais seulement pour moi. Eux, ils ont continué à discuter. Ils ont ri de quelque chose, je ne me souviens même plus quoi. J'ai pris mon assiette,
suis allée dans la cuisine, et j'ai mangé le reste de mon dîner debout, tourné vers le comptoir, dos à la pièce. Derrière moi, j'entendais des bribes, elle doit grandir, on ne peut pas la materner pour toujours, c'est embarrassant. Ils ne murmuraient même pas, pas besoin. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, mais la facilité avec laquelle ils l'ont dit. Comme si c'était naturel. Comme si c'était répété depuis longtemps. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts, j'ai regardé l'assiette fendue qui était toujours dans l'évier, que personne d'autre ne toucherait, et je me suis demandé. Qu'est-ce que je suis devenue, dans cette maison ? Le lendemain matin était silencieux, pas le genre de silence apaisant, mais plutôt celui qui flotte dans l'air comme la fumée après qu'un incendie ait déjà tout consumé. J'étais dans la véranda, penchée sur mon ordinateur portable, en train de terminer les derniers ajustements sur la refonte du site web d'une boulangerie locale. Leur nouveau menu de printemps allait être lancé, et je venais tout juste de télécharger le carrousel d'images quand j'ai entendu ce bruit, des talons sur le parquet, des pas rapides, assurés. Suzanne est apparue dans l'embrasure de la porte. Ma mère avait une façon de croiser les bras qui les transformait en véritable barricade. Elle n'a pas frappé, elle ne le faisait jamais. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Je me suis arrêtée, j'ai levé les yeux. « D'accord. Tu dois commencer à payer un loyer. » Je l'avais déjà entendue celle-là, d'habitude lancée entre deux remarques sur la facture d'électricité ou ma façon de remplir le lave-vaisselle. Alors j'ai répondu comme toujours. « Je vais le faire. Je te l'ai dit, dès que ce contrat se termine, je t'enverrai quelque chose. » « Il te paie ?» demanda-t-elle, tout en connaissant déjà la réponse. « Oui. » Elle pencha la tête. « Je ne parle pas de « un jour ». Je parle de maintenant. Aujourd'hui. » Je clignai des yeux. « Tu veux que je te fasse un chèque avec de l'argent que je n'ai même pas encore reçu ?» Elle ne broncha pas. « Non. Je veux que tu grandisses. » Et là, c'est tombé, net, tranchant, presque banal. « Tu n'es qu'une sangsue, Claire. Tu vis à nos crochets, et ça a assez duré. » Ce mot sangsue a claqué comme une gifle à laquelle je ne m'attendais pas. Elle l'avait dit sans ciller, comme un simple constat, comme si j'avais toujours été ça. Avant que je ne puisse répondre, elle fit demi-tour, disparut dans le couloir, puis revint en traînant un sac de sport que je n'avais pas vu depuis la fac. Elle le laissa tomber à mes pieds. « Va sucer quelqu'un d'autre. » Je fixai le sac une toile bleue avec mon prénom encore brodé sur le côté. Je le fermai, y glissai mon ordinateur portable, le chargeur, et ma brosse à dents. Pas de scène, pas de cri. Quand je suis sortie, le ciel me parut trop bleu pour le moment, l'allée trop propre. Je suis partie sans dire au revoir. Personne ne m'a suivi. Personne n'a regardé. Mais en marchant vers ma voiture, j'ai compris quelque chose, je n'avais pas seulement été mise à la porte, j'avais été effacée de cette maison. Et pas un seul d'entre eux ne semblait se soucier de ce qui allait m'arriver maintenant que je n'étais plus là. Ils auraient dû. Je n'avais pas de plan. Juste un sac de sport, un ordinateur portable, et cette boule dans la poitrine que je ne savais pas encore nommer. La première nuit, j'ai dormi chez Lucas, un vieux pote de la fac qui m'appelait toujours Whitman, comme si on était encore dans un projet de groupe. Il m'a filé le canapé lit et une paire de chaussettes propres. Pas de questions, pas de pitié, juste assez d'espace pour respirer. Quelques jours plus tard, j'ai emménagé dans la chambre d'amis d'Ava, mon ex-petite amie, le genre de personne qui prépare du thé avant même de demander comment tu vas. On ne s'était pas parlé depuis des mois, mais quand je lui ai envoyé un message, sa réponse a été un seul mot. « Viens. » Cette semaine-là m'a donné l'impression de dériver entre des vies qui avaient été les miennes autrefois. Ava travaillait le soir dans une clinique communautaire, alors l'appartement était souvent silencieux. Je remplissais ce silence avec des missions en freelance de petits sites, des réparations, tout ce qui tombait. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Je ne réparais pas que des sites web, je me réparais aussi. Puis, sans prévenir, j'ai reçu un message sur LinkedIn. Un recruteur d'une start-up associative avait trouvé mon portfolio grâce à un projet que j'avais réalisé quelques mois plus tôt pour un professeur d'art local. Il recrutait pour un poste de gestion des systèmes numériques télétravail, temps plein, avec avantage. J'ai passé l'entretien dans la cuisine d'Ava, en portant un blazer au-dessus d'un jogging. 2 jours plus tard, je recevais l'offre. Ce n'était pas un job à 6 chiffres dans la Silicon Valley, mais c'était suffisant. Suffisant pour signer un bail dans un petit studio avec un plancher grinçant, un frigo qui faisait trop de bruit, et une lumière du matin qui tombait juste comme il faut. Ce premier soir seul, je me suis assise par terre avec des nouilles sautées en barquette et un téléphone à moitié chargé. Pas de sermon,
pas de silence pesant, personne pour me rappeler ce que je n'étais pas. Pour la première fois depuis des années, tout ce qui m'entourait m'appartenait, le sol, le plafond, l'air, et personne ne pouvait me mettre dehors. 3 semaines après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'étais à mon bureau, à peine plus qu'une table avec des pieds, en train de terminer un tableau de bord pour un rapport de subvention pour l'association. Le radiateur sifflait, la lumière au plafond clignotait un peu, mais ça ne me dérangeait pas. Tout, dans cette pièce, qu'il soit cassé ou pas, m'appartenait. C'est là que mon téléphone a vibré. Appel manqué, Harold Whitman, mon père. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis le soir où j'étais partie, pas un texto, pas un « comment tu vas ?» J'ai regardé l'écran s'éteindre, puis se rallumer. Deuxième appel, même non. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé. « Claire, pourquoi le compte bancaire est-il bloqué ?» Je l'ai fixé un instant. Je ne comprenais pas. Puis je me suis souvenu. À l'époque où je vivais encore chez eux, bien avant de devenir une sangsue, mon père m'avait demandé de l'aider à moderniser leurs finances. Il détestait les menus téléphoniques et les relevés papier. Il m'avait donné un accès à leur compte joint pour que je puisse configurer la banque en ligne, automatiser les factures, connecter leur logiciel de déclaration fiscale, et mettre en place les procédures de récupération. J'étais devenue l'administratrice secondaire de tout leur système, pas pour dépenser quoi que ce soit, juste pour dépanner. Cet accès n'avait jamais été révoqué. Et si quelque chose déclenchait un verrouillage, trop de tentatives échouées, activités suspectes, ils avaient besoin du contact secondaire pour vérifier leur identité. C'était moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pouvais imaginer la scène avec une précision parfaite, Suzanne qui faisait les 100 pas dans la cuisine, les bras croisés, la voix sèche, Harold qui tapotait l'écran de la tablette en jurant, le téléphone trop près de son visage, pestant contre le service client. J'ai tapé une réponse. Ou demande à la sangsue. Pas d'émoji, pas d'explication. Juste ça. Il n'a fallu qu'une heure. Mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. 5 appels manqués, 3 messages vocaux, et un texto de Suzanne. Ce n'est pas drôle, Claire. Rappelle ton père. On ne peut pas payer la carte de crédit. Tu es vraiment en train de faire ça après tout ce qu'on a fait pour toi? Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la cruauté. Je ne jouais pas à un jeu. Mais pour la première fois depuis très, très longtemps, j'avais l'avantage, et je n'allais pas le gaspiller. Ils sont venus un jeudi. J'ai entendu frapper avant de les voir. Mon immeuble a cet écho particulier, dépalant, délibéré, qui résonne contre les murs du couloir quand quelqu'un attend trop longtemps devant ta porte. J'ai regardé par le Judas et je ne bougeais pas tout de suite. Suzanne était là, ma mère, serrant son sac contre sa poitrine comme si ça pouvait la protéger de ce qui allait arriver. À côté d'elle, Harold portait une veste bien trop légère pour la saison et une cravate nouée à la va-vite. J'ai ouvert la porte. Si vous êtes venus pour crier, laissez tomber. Ils n'ont pas crié. Ils sont entrés sans dire un mot, jetant un regard autour de mon studio comme s'ils avaient du mal à croire que c'était ici que je vivais maintenant. C'était petit, oui, mais propre. La lumière entrait à flot par la fenêtre et illuminait la pile de dossiers ouverts sur mon bureau. Personne n'a parlé pendant une bonne minute. Puis Suzanne a raclé sa gorge. Sa voix était plus douce que dans mes souvenirs. On a besoin de ton aide. 3 semaines plus tôt, elle m'avait traité de sangsue et avait balancé mon sac à mes pieds. Maintenant, elle se tenait au milieu de ma vie, faisant attention à ne toucher à rien. Harold a essayé d'expliquer, a parlé un peu de la banque, des impôts, de comment Eric avait tenté d'aider mais n'avait fait qu'empirer les choses. Je le savais déjà, j'avais vu les alertes. On a raté le paiement de l'hypothèque, ajouta Suzanne d'une voix presque inaudible. Il y a des frais de retard. Je l'ai regardée. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air épuisée. Ça a l'air terrible, ai-je répondu. Vous devez vous sentir vraiment coincé. Elle acquiesça, puis, presque en chuchotant. Je suis désolée. Il n'y avait ni sermon, ni justification, juste ces 2 mots. Harold les répéta à son tour, plus lentement. On n'avait pas réalisé tout ce que tu faisais. Je les croyais, en partie. Je pense surtout qu'ils ne voulaient pas savoir. Il y a une différence. Ils ont demandé si je pouvais revenir, remettre tout en ordre, réparer le système. Ils ont dit qu'ils me paieraient pour mon temps, que les choses seraient différentes. J'ai secoué la tête. Je vais vous aider, ai-je dit, mais je ne reviendrai pas. Et je le pensais vraiment. On a passé 2 heures à mon bureau, Harold d'un côté,
plissant les yeux devant l'écran, Suzanne de l'autre, les bras croisés mais silencieuse. Je les ai guidés pas à pas, réinitialiser les identifiants, vérifier l'identité avec les codes de récupération secondaire, reconnecter le logiciel des impôts. J'ai dû appeler le service technique une fois pour valider un code à double authentification qu'ils avaient ignoré, et une autre pour débloquer le portail HSA qu'Eric avait accidentellement signalé comme suspect. Suzanne n'a presque rien dit. Harold grognait à chaque nouvelle question de sécurité qui apparaissait. C'est ridicule, répétait-il, mais il y répondait quand même. Quand tout fut terminé, je me suis adossée et je les ai regardés. Je vais vous envoyer un document qui résume toutes les étapes. Et après ça, je me retire. Suzanne fronça les sourcils. Te retirer? Plus d'accès administrateur, ai-je dit. Plus d'appels à minuit. Plus de, Claire, Internet ne marche pas. Vous devrez vous débrouiller. Ou demander à Eric, peut-être. Harold n'a pas protesté. Il a simplement hoché la tête, lentement. Ils se sont levés, ont ramassé leurs affaires. Aucun n'a tendu les bras pour un câlin. Je n'en ai pas proposé non plus. Une fois la porte refermée derrière eux, je me suis rassis à mon bureau et j'ai ouvert mon Google Drive. Elle était là, la dernière archive partagée, banque pour papa et maman, ne pas supprimer. Je suis resté un moment à la fixer, puis j'ai cliqué sur supprimer. Confirmer. C'était fait. Aucun message ne m'a demandé si j'étais sûre, et je n'en avais pas besoin. Pendant quelques jours, tout est resté calme. Trop calme. Je me suis dit que c'était peut-être fini, qu'ils avaient respecté la limite, qu'ils allaient passer à autre chose. Mais les familles ne passent jamais vraiment à autre chose, elles trouvent juste de nouvelles façons de réécrire l'histoire. Tout a commencé par un message Facebook de ma tante Cheryl. Coucou ma chérie, j'ai entendu dire que tu avais pris ton envol. C'est super. Ta mère m'a dit que tu étais un peu distante ces derniers temps. Je voulais juste prendre des nouvelles, tout va bien? Puis est venue une capture d'écran envoyée par Trevor, mon cousin du côté paternel. Il était dans un groupe de discussion avec le reste de la famille. Dedans, Suzanne avait écrit. Claire a changé depuis qu'elle a eu ce nouveau boulot. Elle est froide, distante. Je ne la reconnais plus. Tout ce que j'ai fait, c'est lui demander de l'aide, et elle a réagi comme si je l'avais trahi. Et puis Eric, mon frère, m'a envoyé un mail. Il ne m'avait pas adressé un mot depuis l'incident du compte bancaire. Et là, soudainement, 5 paragraphes. Écoute, je sais qu'il y a eu des tensions, mais papa et maman ne sont pas parfaits. Peut-être qu'au lieu de leur en vouloir, tu pourrais essayer d'être un peu plus compréhensive. Tu as traversé une mauvaise passe, ça nous arrive à tous. Ça ne veut pas dire que le monde entier t'en veut. Parlons-en bientôt. Un café? Je n'ai pas répondu. Parce qu'aucun d'eux ne comprenait. Ce n'était pas à cause d'une dispute ou d'un mot de trop. C'était à cause de toutes ces fois où j'étais invisible, sauf quand ils avaient besoin de moi. Un mois plus tard, j'ai quitté New York. Ma boîte m'a proposé une prime de déménagement pour rejoindre l'antenne de la côte ouest, et je l'ai acceptée sans la moindre hésitation. Portland, c'était comme respirer à nouveau. L'appartement était petit, mais la lumière était douce, et personne dans l'immeuble ne connaissait mon nom de famille. Je me suis inscrite à un Meetup Tech local, je me suis fait des amis. Une fois par semaine, je faisais du bénévolat dans un centre pour seniors, leur apprenant à utiliser les mails, la banque en ligne, l'authentification à 2 facteurs. Un après-midi, j'étais assise à côté d'une femme nommée Marlène, en train de lui montrer comment réinitialiser son mot de passe Médicare. Elle a ri un peu, gênée, et a dit « Vous êtes tellement patiente. » J'ai souri. La patience, c'est tout ce que j'ai toujours eu. Ce soir-là, j'ai envoyé un dernier mail. Objet, mise à jour. Bonjour papa, bonjour maman. Je voulais juste vous informer que je déménage à Portland pour le travail. Je me suis retirée de tous les systèmes financiers et des comptes. Je ne serai plus disponible pour l'assistance informatique à l'avenir. J'espère que ce nouveau chapitre apportera à chacun d'entre nous un peu de paix. Claire. Aucune réponse. Pas même un point. Mais cette fois, le silence ne ressemblait pas à une punition, il ressemblait à la liberté. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un document vierge, et j'ai écrit la première phrase de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'appartient. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je me demande juste, si je disparaissais, quelqu'un remarquerait-il que c'était moi qui faisais tourner tout ça? Et toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir, et que personne ne te demande pourquoi?